Nous y voilà, c'est le troisième iceberg de la chaîne. Après celui sur les tueurs en série et celui sur les tueurs de masse, je vous propose cette fois de plonger dans l'univers des femmes tueuses. Dans l'imaginaire collectif, le meurtre en série, voire même le meurtre tout court, c'est souvent considéré comme un crime essentiellement commis par des hommes. Mais s'il est vrai que la majeure partie des tueurs sont des hommes, il faut savoir qu'ils n'ont pas l'exclusivité sur la psychopathie ou même le sadisme. Les femmes peuvent également être de redoutables prédatrices, parfois même de façon plus méthodique encore que leurs homologues masculins. Pour ceux qui découvrent le concept de vidéo iceberg, le principe est simple, plus on descend dans les profondeurs, et plus les histoires abordées deviennent méconnues. On commence par la pointe, avec les cas les plus médiatisés que tout le monde ou presque connaît, puis on s'enfonce progressivement jusqu'à atteindre les abysses, dans lesquels je mentionnerai des affaires qui n'ont que rarement, voire jamais été racontées. En France et tout du moins. Dans chaque strate, je vous présenterai plusieurs femmes dont les meurtres ont marqué l'histoire criminelle à différents degrés. Toutes ont cependant un point commun, quelle que soit leur motivation, elles ont franchi la ligne rouge. Alors préparez-vous parce que si l'homme est un loup pour l'homme, la femme peut aussi être une louve particulièrement féroce envers ses semblables. Générique. Ce qui est fascinant avec les tueuses dont on va parler dans cet iceberg, c'est la dualité. À la surface, une vie banale de voisine, d'épouse ou de mère, et en dessous, une face sombre bien différente. Eh bien, sur Internet, c'est la même chose. Il y a les sites dont le contenu est accessible directement depuis votre pays. Ça, c'est la surface visible. Mais sous cette surface se cache une énorme partie invisible, des contenus bloqués, des documentaires true crime inaccessibles et même des contenus censurés selon la localisation. C'est exactement là qu'un outil comme CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, devient super utile. En masquant votre localisation réelle et en vous donnant une adresse virtuelle via un de leurs serveurs répartis dans plus d'une centaine de pays, il vous permet d'accéder à la partie cachée de l'iceberg numérique, sans avoir besoin d'être un pro de l'informatique parce que la connexion se fait en seulement quelques clics. Mais au-delà de l'accès, c'est aussi une question de sécurité. Parce que cette partie cachée du web, c'est aussi l'endroit où rôdent les menaces, hackers, espions ou simples curieux qui veulent exploiter vos données, pour ne citer que. Sans protection, vous êtes vulnérable à ces menaces, mais grâce au chiffrement intégral de votre connexion, CyberGhost rend vos informations illisibles pour qui que ce soit. Eux inclus parce qu'ils ont une politique très stricte de non-conservation des données. CyberGhost est disponible sur tous les systèmes et un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils en simultané. Plus de 38 millions d'utilisateurs leur font déjà confiance, ils sont notés excellents sur Trustpilot et personnellement, ça fait plus de 3 ans que je navigue avec CyberGhost et croyez-moi, je ne reviendrai pas en arrière. Et si vous voulez tester, j'ai mis un lien en description qui vous permet de profiter d'une offre exceptionnelle, 2,03 € par mois seulement, soit 83% de réduction et 4 mois offerts. Une bonne façon de découvrir ce qui se cache sous la surface sans prendre de risques. La première femme de cet iceberg est, de loin, la meurtrière la plus connue d'entre toutes. Ceux d'entre vous qui l'ont vue s'en souviendront peut-être, j'avais déjà parlé d'elle dans le premier iceberg publié sur la chaîne, qui portait sur les tueurs en série sans distinction de genre. Mais faire un iceberg spécifique aux femmes tueuses, sans parler d'Aileen Wuornos, ce serait comme en faire un sur les tueurs en série sans mentionner Ted Bundy ou encore Jeffrey Dahmer. Pour ceux qui voudraient passer directement à l'affaire suivante, rendez-vous au timecode qui s'affiche en bas de votre écran. Pour les autres, je vais vous rappeler l'histoire de celle qui a fait des routes de Floride son terrain de chasse entre 1989 et 1990. Aileen naît le 29 février 1956 à Rochester, dans un environnement familial désastreux. Elle n'a jamais connu son père, Leo Pittman, un schizophrène incarcéré pour agression sexuelle sur une enfant. Sa mère l'abandonne avant ses 4 ans et elle est recueillie par ses grands-parents qui la maltraitent régulièrement. Battue presque quotidiennement par son grand-père, Aileen commence dès 11 ans à échanger des faveurs sexuelles avec d'autres enfants contre des cigarettes, de la drogue ou de la nourriture. À 14 ans, suite à un viol, elle tombe enceinte et abandonne l'enfant à l'adoption. Et 1 an plus tard, mise à la porte par son grand-père, elle commence une vie d'errance et de prostitution, trouvant refuge dans l'alcool. Son casier judiciaire s'allonge rapidement. Conduite en état d'ébriété, trouble à l'ordre public,
Usage d'armes à feu. En 1976, à tout juste 20 ans, elle épouse Lewis Fell, un homme de 69 ans, mais le mariage est annulé après 9 semaines quand elle le frappe à plusieurs reprises avec sa canne. 2 ans plus tard, après avoir perdu son frère d'un cancer, Aileen tente de se suicider pour la 6e fois depuis ses 14 ans. En 1986, elle rencontre Tyria Moore, une jeune femme de 24 ans qui devient sa compagne, et elles s'installent ensemble en Floride où Aileen continue de se prostituer pour subvenir à leurs besoins. C'est le 30 novembre 1989 qu'elle commet son premier meurtre. Elle tue Richard Mallory, un homme de 51 ans retrouvé criblé de balles près de Daytona Beach. Dans l'année qui suit, 6 autres hommes connaissent le même sort: David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Roy Burress, Charles Humphreys et Walter Antonio, tous abattus de plusieurs balles de calibre 22 et abandonnés près de leur véhicule. L'enquête s'accélère quand des témoins aperçoivent 2 femmes abandonnant la voiture de Peter Sims après un accident. Les portraits robots diffusés permettent d'identifier Aileen et Tyria, et le 9 janvier 1991, la meurtrière est finalement arrêtée au Last Resort, un bar de motards. Tyria, retrouvée le lendemain, accepte de coopérer en échange de l'immunité et pousse Aileen aux aveux lors d'un appel téléphonique enregistré par les policiers. Mais Aileen adopte une ligne de défense inattendue. Elle prétend avoir agi en état de légitime défense face à des clients violents, une stratégie qui lui vaut tout de même d'être condamnée à mort après seulement 2 heures de délibération. On découvrira plus tard que sa première victime avait déjà été condamnée pour tentative de viol, une information jamais présentée au jury. Pendant les 10 années qu'elle passe dans le couloir de la mort, Aileen devient une véritable icône de la culture pop, tandis que sa santé mentale se détériore. Dans sa dernière interview, elle tient des propos se décrivant comme la victime de multiples complots. Remember, let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, you know. Le 9 octobre 2002, Aileen est exécutée par injection létale à 46 ans et ses derniers mots sont aussi troublants que tout le reste de son existence. Je reviendrai, comme dans Independence Day, avec Jésus. Un grand vaisseau mère arrivera. Aileen était-elle réellement un monstre sanguinaire ou juste le produit d'une société qui a fermé les yeux sur les abus dont elle a été victime durant toute son enfance? Une chose est sûre, derrière la première tueuse en série d'Amérique se cachait une femme brisée par la vie dont l'histoire tragique continue de fasciner et de diviser l'opinion publique. Changement d'ambiance, parce qu'on part maintenant pour le Mexique, un pays où la seconde femme tueuse de cet iceberg est connue, et pas juste parce que c'est une meurtrière, non. Juana Barraza... Je ne parle pas espagnol, laissez-moi tranquille. Juana Barraza s'est d'abord fait connaître en montant sur le ring. C'était une catcheuse connue sous le pseudonyme de la Dama del Silencio ou la Dame du Silence. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer qui elle était réellement. Juana naît le 27 décembre 1957 à Epazoyucan, une ville à une centaine de kilomètres au nord-est de Mexico, et son enfance est marquée par la violence. Rosta, sa mère, la bat régulièrement et son alcoolisme la pousse à prêter régulièrement sa fille à un homme en échange de quelques bières, la condamnant à subir les pires atrocités dès l'âge de 12 ans. Suite à ces relations forcées, Juana tombe enceinte, un traumatisme qui crée chez elle une haine profonde envers les femmes âgées qu'elle associe à sa mère et aux souffrances endurées par sa faute. Adulte, Juana développe une carrure imposante et se passionne pour la lucha libre, la version mexicaine du catch, faisant même quelques combats amateurs sous le nom de la Dama del Silencio. Mère de 4 enfants qu'elle élève seule, ses voisins la décrivent comme une femme travailleuse et plutôt discrète. En gros, personne ne soupçonne que derrière ce masque de normalité se cache une meurtrière redoutable. C'est en 1998 que Juana commence à tuer, bien que certaines sources suggèrent qu'elle aurait commencé dès 1995. Sa première victime connue est une femme de 82 ans étranglée à son domicile. Ce crime inaugural établit son mode opératoire qu'elle suivra pendant près d'une décennie. Juana se présente au domicile de femmes âgées, vivant souvent seules, et elle se fait passer pour une infirmière ou une assistante sociale. Une fois à l'intérieur, elle frappe, poignarde ou étrangle ses victimes avant de dérober quelques bijoux, des vols qui semblent presque accessoires comparés
à sa véritable motivation. Et après chaque meurtre, elle retourne à sa vie normale comme si de rien n'était, une capacité à compartimenter les choses, caractéristique des tueurs en série les plus dangereux. Les enquêteurs sont d'abord persuadés que l'assassin est un homme déguisé en femme, tant la force déployée pour maîtriser les victimes est importante. Une piste erronée qui retarde considérablement l'arrestation. En 2005, la pression médiatique s'intensifie, Mexico est en proie à la panique, au point que les femmes âgées n'osent plus ouvrir leurs portes. La police diffuse un portrait robot basé sur les témoignages de plusieurs personnes ayant aperçu une femme suspecte près des lieux des crimes, un portrait ressemblant étrangement à Juana, mais personne dans son entourage ne fait le rapprochement. Cependant, le 25 janvier 2006, elle commet une erreur fatale. Après avoir étranglé Ana María de los Reyes Alfaro, 89 ans, avec un stéthoscope, elle est aperçue quittant l'immeuble d'un pas pressé. Un policier en patrouille, alerté par son comportement suspect, l'interpelle et le lien est vite fait après la découverte du corps. Juana, mère de 4 enfants et catcheuse amatrice, confesse avoir tué 4 femmes, mais les autorités peuvent la lier formellement à 7 meurtres supplémentaires et on lui en attribue au total entre 42 et 48 commis entre 1998 et 2006. Son procès révèle l'ampleur de sa haine envers les vieilles dames. Elle avoue d'ailleurs volontiers avoir tué toutes ces personnes uniquement parce qu'elle lui rappelait sa mère. En 2008, Juana est condamnée à 759 années de prison, même si la loi mexicaine limite sa peine effective à 60 ans. Cela dit, vu que la meurtrière a 51 ans quand sa sentence est annoncée, c'est de toute façon l'équivalent d'une perpétuité réelle pour elle. Ce n'est qu'après qu'elle évoque enfin le mobile réel de ses crimes. La verdad perdí la cabeza. Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Ella me regaló con un señor grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie. La catcheuse, désormais surnommée Mata Vieritas ou la tueuse de petites vieilles dames par la presse, est l'une des tueuses en série les plus tristement célèbres d'Amérique latine. Pour cette troisième affaire de la pointe de l'iceberg, on part au Royaume-Uni. Je vais cette fois vous parler d'un couple et plus précisément d'une femme dont la cruauté des crimes a littéralement traumatisé le pays. Si je vous dis le nom West, il y a de fortes chances pour que vous compreniez immédiatement de qui je vais parler. Si c'est son époux, Fred West, qui a le plus souvent occupé le devant de la scène médiatique, il se trouve que Rosemary a été bien plus qu'une simple complice. Rosemary Letts naît le 29 novembre 1953 à Northam, dans le Devon. Son enfance est marquée par la violence d'un père schizophrène paranoïaque et une mère lourdement dépressive, ayant subi des électrochocs pendant sa grossesse. Sans vous dire qu'on partait déjà sur un combo gagnant. Dès l'adolescence, Rosemary développe un comportement sexuel déviant et agressif, allant jusqu'à abuser de 2 de ses frères. Son caractère devient de plus en plus instable et quand elle atteint l'âge de 15 ans, le divorce de ses parents aggrave davantage ses troubles. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Fred West, 27 ans, récemment séparé et vivant avec sa belle-fille et sa fille biologique qu'il néglige complètement. Malgré ses 12 ans de moins et l'interdiction de ses parents, Rosemary s'entête à fréquenter cet homme qui encourage ses pulsions les plus sombres. Leur relation est immédiatement marquée par la perversion. Fred encourage activement les tendances sadiques de Rosemary et il lui suggère de se prostituer pour augmenter leurs revenus, installant l'adolescente dans une caravane où elle reçoit ses clients pendant que Fred observe leurs ébats à travers un trou dans la paroi. Rosemary donne naissance à la première fille du couple, Heather, en 1970. Un an plus tard, Charmaine, la belle-fille de 8 ans de Fred, et Catherine, son ex-épouse, disparaissent mystérieusement. L'année suivante, Rosemary et Fred se marient et ils emménagent au 25 Cromwell Street à Gloucester, une adresse qui deviendra tristement célèbre. La maison devient rapidement un lieu de dépravation, masqué sous l'apparence d'une demeure familiale banale. Rosemary continue à se prostituer, recevant parfois jusqu'à 8 clients par nuit, pendant que Fred surveille, encourage et filme certaines de ses relations. Son épouse a 7 autres enfants, dont au moins 3 conçus avec d'autres hommes, mais devenir mère n'adoucit en rien la personnalité déviante de Rosemary. Au contraire, elle maltraite violemment la fratrie, tandis que Fred abuse sexuellement de sa fille biologique. Le couple attire également des jeunes femmes vulnérables, souvent sans abri ou fugueuses, en leur proposant un toit ou alors un emploi. Entre 1973 et 1979, au moins 8 de leurs pensionnaires
disparaissent. Parmi elles, Linda Goff, Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Thérèse Siegenthaler, Shirley Hubbard, Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers, toutes âgées entre 15 et 21 ans. Ce qui distingue Rosemary de pas mal d'autres complices de tueurs en série, c'est son rôle actif dans les crimes. Elle ne se contente pas de fermer les yeux sur les agissements de Fred, elle participe pleinement aux enlèvements, aux tortures, aux agressions sexuelles et aux meurtres. Plusieurs témoignages suggèrent même qu'elle en était souvent l'instigatrice, plus sadique encore que son mari. Les victimes sont séquestrées pendant des jours, parfois des semaines, agressées sexuellement, torturées et finalement tuées, généralement par strangulation. Fred démembre ensuite les corps et les enterre dans le jardin ou sous le plancher. La monstruosité atteint son paroxysme quand le couple s'en prend à leur propre fille, Heather. En 1987, alors qu'elle a 16 ans, la jeune femme menace de fuir et de dénoncer les abus qu'elle et ses frères et sœurs subissent depuis des années, alors Rosemary et Fred la tuent, puis l'enterrent sous la terrasse du jardin. Après ça, ils en parlent régulièrement à leurs autres enfants, à qui ils disent que le corps d'Heather est sous le patio et que, s'ils ne sont pas sages, ils finiront comme elle. Le secret macabre des West aurait pu rester enfoui à jamais, mais en 1992, une enquête est ouverte pour abus perpétrés sur les enfants du couple qui sont retirés de leur garde. 2 ans plus tard, les autorités apprennent qu'Heather n'a plus été aperçue depuis 1987, ce qui les pousse à demander un mandat de perquisition, et le 24 février 1994, les policiers découvrent ses restes dans le jardin familial. En poursuivant leurs recherches, ils mettent au jour une véritable fosse commune contenant les corps de 9 autres victimes. Arrêtés et inculpés de 10 meurtres, les West nient toute implication. Fred tente de protéger sa femme en assumant seul la responsabilité des crimes, mais les preuves contre Rosemary sont accablantes. Plusieurs témoins l'ont aperçue avec certaines victimes peu avant leur disparition, et plusieurs de ses enfants témoignent contre elle, évoquant la violence dont elle faisait preuve. Le 1er janvier 1995, Fred se suicide dans sa cellule avant le début de son procès, à 53 ans, laissant Rosemary seule face à la justice. Elle maintient obstinément son innocence, mais en novembre 1995, elle est reconnue coupable des 10 meurtres et condamnée à la prison à perpétuité, avec une recommandation spéciale interdisant toute libération conditionnelle. L'affaire West a profondément choqué l'opinion publique britannique, non seulement à cause de l'ampleur des atrocités commises, mais aussi parce qu'une mère de famille y a activement participé. Aujourd'hui, Rosemary a 71 ans et elle est la seconde femme du Royaume-Uni à avoir été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Bon, le prochain nom, même sans être un grand amateur de true crime, il est impossible que vous ne l'ayez jamais entendu. À une époque, il ne se passait pas une semaine sans que le nom de Monique Olivier ne soit prononcé par un journaliste en France. La complice de Michel Fourniret est née le 31 octobre 1948 à Tours. Là encore, issue d'une jeunesse difficile, marquée par un père violent et alcoolique, elle quitte l'école sans diplôme. Après quelques emplois précaires, elle se marie et a 2 enfants, mais son époux la quitte pour une autre femme. Abandonnée avec 2 enfants à charge et peu de ressources, Monique sombre dans la dépression. C'est dans cet état de vulnérabilité extrême qu'en 1984, elle répond à une petite annonce matrimoniale publiée dans le magazine Le Pèlerin. Ouais, à l'époque, pas de Mythique, Tinder ou autre application de ce genre, c'était les petites annonces dans le journal ou éventuellement un petit peu plus tard 3615 ULA, pour ceux qui ont la référence. L'auteur de l'annonce n'est autre que Michel Fourniret, alors incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis pour agression sexuelle sur des fillettes, mais ça n'est pas comme ça qu'il se présente dans la lettre qu'il écrit à la mère célibataire, il se présente simplement comme un prisonnier qui veut correspondre avec une personne de tout âge pour oublier la solitude. À ce moment-là, Michel Fourniret est déjà un prédateur sexuel confirmé et Monique, qui l'ignore, va non seulement tomber sous son emprise, mais aussi devenir l'instrument de ses pulsions meurtrières. Une correspondance s'établit et rapidement, l'homme révèle sa véritable nature et ses fantasmes sexuels violents. Il confie même à Monique son désir de kidnapper des jeunes vierges pour assouvir ses pulsions, et loin d'être rebutée, elle y voit une opportunité de vengeance et propose un pacte macabre à Michel. Elle l'aidera à capturer des jeunes filles s'il accepte de tuer son ex-mari. À sa libération en octobre 1987, l'ex-détenu retrouve Monique
Ils s'installent ensemble et mettent à exécution leur plan moins de 3 mois plus tard. Jouant de son apparence maternelle et rassurante, Monique aborde des jeunes filles dans la rue, leur proposant de l'aide ou un trajet en voiture. Une fois la victime en confiance, Michel surgit, l'enlève, l'agresse sexuellement et la tue. En 1989, entre deux meurtres, ils ont un fils, Selim. Entre 1987 et 2003, le couple a littéralement semé la terreur dans tout l'est de la France et en Belgique. Officiellement, on attribue 11 meurtres à Michel Fourniret, mais il est suspecté dans 21 autres disparitions. Parmi leurs victimes figurent Isabelle Laville, 17 ans, disparue à Auxerre en 1987, Fabienne Leroy, 20 ans, enlevée à Châlons-en-Champagne en 1988, Jeanne-Marie Desrameaux, 22 ans, kidnappée à Charleville-Mézières en 1989, Elisabeth Brichet, 12 ans, disparue en Belgique la même année, Natacha Danet, 13 ans, enlevée à Rézé en 1990, et Estelle Mouzin, 9 ans, disparue à Guermantes en 2003. Comme pour Rosemary West, ce qui distingue Monique des autres complices de tueurs en série, c'est son niveau d'implication directe. Elle non plus ne se contentait pas de détourner les soupçons ou de nettoyer les scènes de crime, elle participait activement aux enlèvements, parfois aux agressions sexuelles, et elle était présente lors de plusieurs meurtres. Dans certains cas, c'est elle qui maintenait les victimes immobiles pendant que Michel les agressait. Le couple mène une vie apparemment normale entre deux meurtres, ils achètent même un bien luxueux en Belgique, le château de Sautou, grâce à un magot que Michel a dérobé à son ex-codétenu Jean-Pierre Helgouarch. Par chance, en 2003, une jeune Belge de 13 ans parvient à s'échapper après avoir été enlevée par Michel et elle trouve refuge dans une voiture. Le témoin note la plaque d'immatriculation menant à l'arrestation du couple le 26 juin 2003. Michel est incarcéré immédiatement, mais dans un premier temps, Monique reste libre. C'est un an plus tard, en juin 2004, que Monique, sous la pression de quelques 120 interrogatoires qu'elle a subis, craque et décrit avec froideur sa participation au crime. Le procès du couple s'ouvre en mars 2008 devant la cour d'assises des Ardennes. Durant les audiences, Monique se montre tantôt coopérative, tantôt mutique, reconnaissant sa participation, mais tentant de minimiser son rôle en se présentant comme une femme sous emprise, terrorisée par son mari. Cette défense ne convainc ni les juges, ni les jurés, ni les familles des victimes qui voient en elle une prédatrice tout aussi dangereuse que Michel. Le 28 mai 2008, Monique Olivier est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans pour complicité dans les meurtres ainsi que pour complicité de viol et de séquestration. Michel, quant à lui, est condamné à la perpétuité incompressible, la peine la plus lourde du code pénal français, dont il est le 3e à écoper dans le pays. En 2020, il reconnaît finalement être celui qui a enlevé et tué Estelle Mouzin. Les experts psychiatres qui ont examiné sa complice évoquent une personnalité dépendante et influençable, mais aussi une absence totale d'empathie et un désir de pouvoir qui l'aurait poussé à s'associer au crime de Michel. Celui que l'on a surnommé l'ogre des Ardennes est décédé en prison en mai 2021 à 79 ans, mais Monique, elle aussi septuagénaire, continue de purger sa peine. L'histoire ne s'arrête pas là. En 2023, elle est à nouveau jugée et condamnée à perpétuité avec 20 ans de sûreté pour complicité dans l'enlèvement, la séquestration et la mort de 3 autres victimes. Les familles des victimes attendent encore des réponses sur certaines disparitions non élucidées, espérant que celle qui est désormais désignée comme la complice de l'ogre livrera enfin tous ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. J'ai déjà abordé la prochaine affaire sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais pour la violence du crime qu'elle a commis, il me semblait impossible de ne pas vous parler de Jodi Arias dans cet iceberg. Le 9 juin 2008, Travis Alexander, un commercial trentenaire et mormon pratiquant, est retrouvé mort dans sa douche à Mesa, en Arizona. Son corps présente des blessures effroyables, 27 coups de couteau, une gorge tranchée d'une oreille à l'autre, et une balle dans la tête. Pour tout vous dire, la scène de crime retourne même l'estomac des enquêteurs les plus aguerris. 6 jours plus tard, la police arrête son ex-petite amie, Jodi Arias, une jolie photographe de 28 ans aux allures d'innocente, qui nie toute implication, malgré la multitude de preuves découvertes par la police. Ses empreintes digitales, mêlées au sang de Travis, ou encore des photos d'eux prises le jour du meurtre, tout l'accable. Jodi change 3 fois de version. D'abord, elle n'était pas là, puis des cambrioleurs auraient tué Travis pendant qu'elle tentait de s'échapper et enfin, elle l'aurait tué en état de légitime défense après qu'il l'ait agressée. Son procès, retransmis en direct à la télévision, devient un phénomène médiatique sans précédent. Pendant 18 jours, l'accusé témoigne détaillant sa relation toxique avec la victime
et même leurs pratiques sexuelles. Elle affirme que Travis était violent pour tenter de justifier son acte, en oubliant de préciser qu'avant de le tuer, elle avait fait de sa vie un véritable enfer. Jodie était littéralement obsédée par son ex et elle n'avait pas supporté qu'il la quitte, donc elle le harcelait en permanence, l'empêchait de retrouver quelqu'un, en plus de se servir de ses charmes pour le manipuler. L'expert psychiatre qui témoigne en faveur de la défense lui diagnostique un syndrome de stress post-traumatique, mais le jury n'est pas dupe. Le 8 mai 2013, Jodie est reconnue coupable de meurtre avec préméditation et en 2015, elle est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ce crime passionnel, particulièrement violent, a été commis par une femme qui, sous ses airs de fragilité, cachait une rage destructrice que la victime n'a pas su déceler avant qu'il ne soit trop tard. Si les détails de l'affaire vous intéressent, une vidéo complète vous attend sur la chaîne. Tout comme l'affaire précédente, la dernière de cette strate a elle aussi fait l'objet d'une vidéo publiée il y a peu sur la chaîne et la meurtrière concernée n'a rien à envier à Jodi Arias au niveau de la violence. Le 16 décembre 2004, une scène d'horreur est découverte à Skidmore. Bobby Jo Stinnett, enceinte de 8 mois, est retrouvée gisant dans une mare de sang. Son ventre a été ouvert et son bébé a de toute évidence disparu. L'auteur de ce crime inimaginable est une femme ordinaire de 36 ans nommée Lisa Montgomery. L'histoire commence quelques mois plus tôt quand Lisa rencontre Bobby Jo au cours d'une exposition canine. Par la suite, elle garde contact via un forum d'éleveurs de rats terriers. Les deux femmes échangent régulièrement jusqu'à ce que Lisa demande à venir voir les chiots que Bobby Jo propose à la vente. Mais ça n'est qu'un prétexte. Elle a en réalité appris que l'éleveuse était enceinte et elle planifie minutieusement son crime depuis un moment. Le jour fatidique, Lisa étrangle Bobby Jo avec une corde, puis pratique une césarienne rudimentaire pour extraire le bébé à naître du ventre de sa mère. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, la petite fille survit. La meurtrière ramène le bébé chez elle et la présente à son mari et à sa famille comme étant son propre enfant, prétendant avoir accouché pendant le voyage de retour. Cette mise en scène macabre découle en réalité d'une détresse mentale profonde parce qu'il se trouve que Lisa, qui a été stérilisée contre son gré par sa mère et son ex-mari, a déjà fait plusieurs grossesses nerveuses. Après avoir eu une enfance très traumatisante, marquée par des abus sexuels répétés et des maltraitances extrêmes, elle a développé d'importants troubles psychiatriques. Arrêtée le lendemain du meurtre de Bobby Jo, la tueuse passe aux aveux très rapidement. Lisa Montgomery est jugée en 2007 et condamnée à mort, et après 16 ans passés dans le couloir de la mort, elle est exécutée par injection létale le 13 janvier 2021, devenant la première femme exécutée par le gouvernement fédéral américain depuis 1953. Son exécution a suscité un débat national sur la peine capitale et la maladie mentale, ainsi que dans les commentaires de la vidéo complète que j'ai faite sur cette affaire. Voilà qui clôture la première partie. Descendons maintenant vers la partie suivante, le sommet de l'iceberg. Dans cette seconde strate, les histoires abordées restent connues, même si elles ont été un petit peu moins médiatisées. Et on commence avec une catégorie de tueuses qui, à ma grande surprise, est l'une des catégories les plus représentées dans les différents types de meurtrières, les anges de la mort. Dans l'industrie médicale, anges de la mort, c'est le surnom donné aux professionnels de santé qui, au lieu de soigner leurs patients, leur ôtent délibérément la vie. Jeanine Jones n'est pas seulement l'une des représentantes les plus tristement célèbres de cette catégorie, elle en est peut-être la plus prolifique. Née le 13 juillet 1950 au Texas, Jeanine présente initialement le visage rassurant d'une infirmière pédiatrique dévouée, mais elle va transformer cette image en cauchemar pour de très nombreuses familles. Son parcours professionnel commence à l'hôpital universitaire de San Antonio au Texas, où, dès son arrivée comme infirmière auxiliaire au début des années 80, ses collègues remarquent un phénomène troublant. Les arrêts cardiaques et les crises convulsives inexpliquées chez les enfants se multiplient mystérieusement pendant ses gardes, faisant grimper le taux de mortalité infantile de 1,3 à 10%. Plus étrange encore, Jeanine est toujours la première à réagir quand il y a une urgence. Elle semble presque anticiper les crises des enfants, se tenant prête à intervenir, seringue à la main. Dans un premier temps, ça suscite l'admiration de ses collègues qui louent sa réactivité, jusqu'à ce que des soupçons ne commencent à émerger. En mai 1982, après une série d'incidents particulièrement suspects, l'hôpital la licencie, mais craignant un scandale, l'administration choisit la voie de la lâcheté. Aucun signalement n'est fait aux autorités. Pire encore,
Histoire de noyer le poisson, toutes les infirmières auxiliaires sont poussées à démissionner pour être remplacées par des infirmières diplômées. Forcément, Jeanine trouve rapidement un nouveau poste. Elle est embauchée dans une clinique pédiatrique privée située à Kerrville et dès qu'elle y prend ses fonctions, le cauchemar débute pour ces petits patients. Entre août et septembre 1982, 6 enfants développent des détresses respiratoires graves pendant leur visite de routine. Parmi eux, Chelsea McClellan, une fillette de 15 mois en parfaite santé, venue pour un simple vaccin, qui décède après avoir reçu une injection faite par Jeanine. La mort de Chelsea marque un tournant dans l'affaire. Quand elle découvre qu'un flacon de succinylcholine a disparu, la docteure Kathleen Holland, propriétaire de la clinique, commence à soupçonner son infirmière. Ce produit est un puissant paralysant musculaire qui, administré à forte dose, provoque un arrêt respiratoire mortel. Le flacon manquant est rapidement retrouvé avec 2 trous de seringue dans son bouchon, alors quand un deuxième enfant frôle la mort dans des circonstances similaires, la docteure Holland contacte immédiatement les autorités. L'enquête qui débute révèle l'ampleur du désastre. Les autopsies pratiquées sur Chelsea et d'autres victimes confirment la présence de substances mortelles comme le succinylcholine, l'héparine et la digoxine, des médicaments qui, mal dosés, peuvent provoquer des crises graves, voire mortelles, tout en restant extrêmement difficiles à détecter. Le mobile de Jeanine, le syndrome de Munchausen par procuration, aggravé par un besoin pathologique de reconnaissance. En provoquant des crises chez ces jeunes patients, puis en les sauvant héroïquement, quand elle ne les laissait pas mourir, elle recherchait l'admiration de ses collègues. En 1984, faute de preuves suffisantes pour l'inculper de tous les décès suspects, Jeanine est finalement condamnée à 99 années de prison pour le meurtre de Chelsea et pour avoir blessé 5 autres enfants. Un peu plus tard, elle est condamnée à 60 ans de prison supplémentaire pour tentative de meurtre sur le jeune Rolando Santos. La justice texane espère ainsi garantir qu'elle ne sortira jamais de prison. Mais un vide juridique menace cette certitude. Une loi texane des années 80 sur la surpopulation carcérale prévoit une libération anticipée pour bonne conduite. Du coup, en 2016, quand le public apprend que Jeanine sera probablement éligible à une libération conditionnelle 2 ans plus tard, une véritable onde de choc traverse le Texas. Les familles des victimes, soutenues par le procureur Nicolas Hood, se mobilisent et d'anciennes preuves sont réexaminées. Résultat, en 2017, Jeanine est inculpée pour le meurtre de Joshua Sawyer, un bébé de 11 mois décédé en 1981. En janvier 2020, à l'âge de 69 ans, la tueuse en série accepte de plaider coupable et elle écope d'une nouvelle peine de prison à vie. Elle ne sera donc pas éligible à la libération conditionnelle avant 2037, date à laquelle elle aura 87 ans. Cette affaire a bouleversé le monde médical et a conduit à d'importantes réformes dans le suivi du personnel soignant, mais aussi dans le contrôle des substances dangereuses dans les hôpitaux. Le nombre exact de ces victimes reste inconnu et si seuls 2 meurtres ont été confirmés, certains experts estiment que la tueuse en série pourrait en avoir commis plus de 60. En 2003, au cœur de l'État de Washington, dans une petite bourgade rurale nommée Raymond, se dresse une femme isolée qui, de l'extérieur, semble plutôt accueillante. Mais les apparences sont parfois trompeuses et les murs de cette propriété ont été témoins d'atrocités qui ont fait frémir l'Amérique tout entière. Née le 15 avril 1954 à Raymond, Michelle Notek connaît une enfance chaotique. Sa mère, Sharon, qui souffre de troubles psychologiques, est alcoolique et se prostitue. Quand Michelle a 6 ans, sa mère disparaît et les 3 enfants de la fratrie sont recueillis par leur père, Les Watson, qui s'est remarié. Il compte bien offrir à la fratrie la stabilité qu'elle n'a jamais eue, mais Michelle ne lui facilite pas la tâche. Elle persécute ses frères en leur faisant des blagues cruelles, elle s'en prend régulièrement à sa belle-mère, et elle va même jusqu'à accuser faussement son père d'agression sexuelle. Quand, à l'âge de 13 ans, Michelle apprend que si sa mère a disparu des années auparavant, c'est parce qu'elle a été battue à mort, elle n'exprime aucune émotion. Elle grandit, se marie une première fois et a 2 filles. Elle rencontre ensuite David Notek, un homme assez effacé, avec qui elle a une 3e fille. Shane Watson, le neveu de David Notek, emménage avec la famille recomposée en 1988. De l'extérieur, tout semble normal. Michelle se présente comme une femme au grand cœur, toujours prête à accueillir chez elle des personnes en difficulté, le temps qu'elle se remette sur pied. Mais cette apparente générosité cache une femme froide et sadique qui n'hésite pas à faire subir d'extrêmes maltraitances à ses propres filles quand elle est mal lunée. Entre 1994 et 2003,
Au moins 3 personnes qui ont accepté l'hospitalité de Michel et David ont disparu, des personnes qui n'ont pas été tuées rapidement parce qu'elles ont enduré un véritable calvaire pendant plusieurs années avant de succomber au mauvais traitement qui leur avait été infligé. Le mode opératoire de Michel suit un schéma précis. D'abord, elle isole complètement ses victimes, les coupant de leur famille et de leurs amis, s'appropriant leurs courriers et leurs documents d'identité. Puis il s'ensuit une escalade de violence physique et psychologique d'une cruauté inouïe. Cathy Loreno, une amie d'enfance de Michel, âgée de 36 ans, est sa première victime connue. Elle vit un véritable enfer pendant 3 ans. Après son emménagement, en 1991, Michel l'a réduit en esclave domestique, l'obligeant à effectuer toutes les tâches ménagères, souvent nue. Elle la bat régulièrement, la force à dormir au sous-sol, non chauffé en plein hiver, et à prendre des sédatifs. Privée de nourriture, Cathy pèse moins de 30 kilos avant de succomber en 1994, après un dernier passage à tabac. Michel demande ensuite à David de brûler son corps sur leur propriété. Shane, qui avait pris des photos des maltraitances infligées à Cathy, avec la ferme intention d'aller le signaler aux autorités, est tué d'une balle dans la tête par son oncle, sur la demande de Michel. La 3e victime est Ron Woodworth, un vétéran de 57 ans luttant contre des addictions quand il emménage chez le couple en 2001. Aux privations et aux violences habituelles, Michel ajoute des humiliations comme le forcer à boire sa propre urine et sauter pieds nus du toit de la maison avant de verser de l'eau de javel sur ses plaies. Quand Ron décède en 2003, son corps est couvert de blessures infectées et il est d'une maigreur extrême. Comment un tel niveau d'horreur a-t-il pu être gardé secret pendant si longtemps? La réponse réside en partie dans l'isolement géographique de la ferme, mais surtout dans la terreur que Michel inspirait à sa propre famille. Ses filles ont vécu dans la peur constante, maltraitées et témoins des atrocités infligées aux victimes. Terrorisées, elles n'ont donc parlé à personne de tout ça, jusqu'à ce que la plus jeune, Tori, qui a alors 14 ans, voit mourir Ron et trouve le courage d'aller dénoncer ses parents aux autorités en juillet 2003. Son témoignage, corroboré par celui de ses sœurs, déclenche une enquête qui conduit à l'arrestation du couple le mois suivant, parce que les fouilles menées dans la propriété ont permis aux policiers de retrouver des restes humains calcinés. Les experts psychiatriques qui ont examiné Michel évoquent aussi un trouble sadique de la personnalité, un besoin pathologique de contrôle et une jouissance perverse face à la souffrance d'autrui. En 2004, pour éviter la peine de mort, la meurtrière plaide coupable d'homicide volontaire et de meurtre sans préméditation pour les morts de Cathy Loreno et Ron Woodworth, et elle se voit condamnée à 22 ans de prison. David est lui reconnu coupable du meurtre de Shane, mais aussi de complicité de meurtre et de dissimulation de corps. Il écope d'une peine de 15 ans d'incarcération. Aujourd'hui, ils sont tous les deux libres. David est sorti de prison en 2016 et Michel en 2022. Nous partons à présent en Afrique du Sud, un pays dont j'ai assez peu parlé sur la chaîne. Pourtant, dans les années 2010, une série de meurtres a beaucoup choqué l'opinion publique, notamment parce que celle qui les a commis était censée protéger et donc tuer. Née en 1978 à Bushbuck-Ridge, dans le Mpumalanga, Rosemary Nomia Ndolovu mène une vie apparemment respectable. À 34 ans, cette mère célibataire est agent de police au commissariat de Tembisa, près de Johannesburg, avec 17 ans de service et le grade de sergent. Entrée dans les forces de l'ordre juste après le lycée, elle a gagné le respect de la communauté, un respect qu'elle ne méritait en réalité pas du tout. L'horreur commence avec la mort de son cousin, Witness Homu, dont le corps est retrouvé en 2012. L'homme a de toute évidence été battu à mort. La police classe rapidement l'affaire comme un vol qui a mal tourné et Nomia touche 131 000 rands, environ 7 500 €, de l'assurance décès qu'elle avait souscrite en son nom 6 mois plus tôt. Ce premier succès marque le début d'une série macabre. En 2013, c'est sa sœur, Audrey Ndolovu, qui périt après avoir été empoisonnée et étranglée, et le même mois, sa nièce, Zanel Mota, qui est également battue à mort. Pour ces 2 morts supplémentaires, Nomia perçoit d'autres primes d'assurance, mais elle semble n'en avoir jamais assez. En octobre 2015, Maurice Mabaza, son petit ami et père de son enfant, est à son tour retrouvé mort. Il a été poignardé 76 fois. Après ça, ce sont 2 de ses neveux qui sont victimes de meurtres violents à 1 an d'écart en 2017 et 2018. À la suite de chaque décès, Nomia encaisse tranquillement des sommes considérables sans éveiller le moindre soupçon. Les autorités ne font pas le lien entre les meurtres alors même que
toutes les victimes étaient des proches de la policière et qu'elle a récolté un bon pactole après chacune des morts. Mais il faut dire que son plan est plutôt bien rodé. Avant chaque meurtre, elle souscrit une police d'assurance au nom de sa prochaine victime, se désignant comme unique bénéficiaire, et pour l'éliminer, elle paie un tueur à gages ou s'en charge elle-même, puis maquille la scène pour faire passer le crime pour une agression aléatoire. La police classe rapidement l'affaire comme un vol qui a mal tourné et Nomia touche 131 000 rands de l'assurance décès qu'elle avait souscrite en son nom 6 mois plus tôt. Au total, elle aurait empoché plus de 1,4 million de rands, une fortune dans un pays où le salaire moyen mensuel tourne autour de 20 000 rands. Après 17 ans dans la police, Nomia sait parfaitement comment éviter les soupçons, veillant à se constituer des alibis solides pour chacun de ses crimes. Sa motivation première ? Une addiction au jeu d'argent qui l'a poussé à créer ce terrible système. C'est d'ailleurs finalement sa cupidité qui a fini par causer sa perte. En 2018, alors qu'elle planifie le meurtre de sa sœur Joyce et de ses 5 enfants, elle commet une erreur. Elle engage un homme pour incendier la maison de sa cible, un individu qui, heureusement, est pourvu d'une once de sens moral. Très mal à l'aise à l'idée de tuer des enfants, il décide de faire un signalement aux autorités. Les enquêteurs tendent alors un piège à Nomia. Ils envoient des policiers en civil se faire passer pour des tueurs à gages et ils filment secrètement leur rencontre. Les images sont accablantes. Arrêtée en mars 2018, Nomia maintient son innocence tout au long de son procès qui débute en 2021, mais les témoignages s'accumulent et le portrait qui se dessine de l'accusée est celui d'une sociopathe manipulatrice obsédée par l'argent. Les experts psychiatres confirment le diagnostic, ils parlent d'une absence totale de remords et d'une personnalité narcissique avec des traits antisociaux prononcés. Le 5 novembre 2021, après un procès retentissant qui a tenu en haleine toute l'Afrique du Sud, l'ex-policière est reconnue coupable de 6 meurtres, de 4 tentatives de meurtre, d'incitation au meurtre et de fraude à l'assurance. Elle est condamnée à 6 peines de prison à vie, plus 95 ans pour les autres chefs d'accusation. Aujourd'hui, Nomia purge sa peine à la prison centrale de Johannesburg et les enquêteurs continuent de réévaluer d'autres décès suspects dans son entourage, convaincus que la liste des meurtres commis par la tueuse en série pourrait encore s'alourdir. Comme pour chaque fin de palier, l'affaire dont je m'apprête à vous parler a elle aussi déjà fait l'objet d'une vidéo complète sur la chaîne. Je ne vais donc pas rentrer dans les détails, mais il me semblait impossible de ne pas parler de Dorothea Puente dans cet iceberg. En se cachant derrière son apparence de grand-mère inoffensive, avec ses cheveux gris soigneusement coiffés et ses lunettes, cette propriétaire d'une pension familiale de Sacramento a transformé ce qui aurait dû être un refuge en véritable maison de l'horreur. Née le 9 janvier 1929, cette femme au passé trouble commence à louer des chambres à des gens vulnérables dans les années 1980. Personnes âgées, handicapées ou alcooliques qui essaient de s'en sortir. Des individus que la société a oubliés, dont personne ne remarquerait la disparition. Dorothea a un mode opératoire particulièrement vicieux. Elle demande à être désignée bénéficiaire des allocations sociales de ses pensionnaires, puis elle les empoisonne ou les étouffe, et continue à encaisser leurs chèques pendant des mois après leur mort. Les corps, enterrés dans le jardin de sa modeste maison victorienne, transformés en véritable cimetière clandestin. C'est en novembre 1988 que l'affaire éclate, quand une travailleuse sociale, qui avait elle-même placé un homme vulnérable chez Dorothea, s'inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles et décide d'alerter la police. Lors des fouilles, les enquêteurs découvrent 7 corps décomposés dans le jardin, 2 autres seront retrouvés par la suite, portant le bilan à 9 victimes. Dorothea parvient à s'enfuir pendant les recherches, une chasse à l'homme,
plutôt une chasse à la femme, s'engage alors pour la retrouver. Heureusement, quelqu'un la reconnaît quelques jours plus tard et prévient les autorités. Condamnée à la prison à perpétuité en 1993, la logeuse infernale meurt derrière les barreaux en 2011 à l'âge de 82 ans. Elle a maintenu jusqu'au bout qu'elle n'avait jamais tué personne et c'était simplement, pour reprendre ses mots, occupée de ses pensionnaires jusqu'à leur mort naturelle. Elle est donc morte en emportant avec elle le secret du nombre réel de ses victimes. Cette affaire regorge de détails intéressants que je n'ai pas mentionnés, donc encore une fois, si vous voulez en savoir plus, une vidéo complète vous attend sur la chaîne. Nous voilà maintenant arrivés au bas du sommet de cet iceberg, à la surface, et c'est d'ailleurs le moment idéal pour vous abonner, si ça n'est pas déjà fait. À la surface de cet iceberg, les femmes dont je vais vous parler n'ont pas nécessairement marqué l'histoire criminelle mondiale, contrairement à celles mentionnées dans la première ou la seconde strate, mais elles ont néanmoins commis des actes d'une violence tout aussi extrême, à l'image de Christine Folling, qui lors de son interrogatoire a prononcé cette phrase glaçante. « Je les ai tués, c'est tout ce que j'ai à dire ». Des mots prononcés par une adolescente de 17 ans qui, au début des années 80, a été surnommée par la presse la babysitter tueuse. Née le 12 mars 1963 à Perry, en Floride, Christine Slaughter vient au monde dans un contexte familial dysfonctionnel. Sa mère a 16 ans, son père 65 ans, et le couple vit dans une grande pauvreté. C'est quand même assez fou de se dire que son nom de famille, c'était Slaughter, parce que Slaughter, en anglais, ça veut dire massacre. L'enfance de Christine est marquée par la négligence et des passages répétés en foyer. Dès son plus jeune âge, elle présente des troubles du comportement, des retards de développement importants et elle tue de petits animaux pour se divertir. Diagnostiquée épileptique à l'adolescence, Christine a de multiples épisodes hypocondriaques et elle développe une fascination morbide pour la mort. À 14 ans, ses parents la forcent à épouser un homme de 6 ans son aîné, mais le couple, incapable de s'entendre, divorce seulement 6 semaines plus tard, lui laissant le nom qu'on lui connaît, Folling. La même année, elle commence à travailler comme babysitter dans sa petite communauté rurale où tout le monde se connaît et où personne ne soupçonne que cette fille, un petit peu simple d'esprit, ne puisse représenter le moindre danger. Et pourtant, sa première victime connue est Cassidy Johnson, une enfant de 2 ans qu'elle garde en février 1980, alors qu'elle-même a 17 ans. L'enfant meurt 3 jours après d'une encéphalite et l'autopsie révèle un traumatisme crânien. Christine explique que la fillette est tombée de son berceau, que c'est un bête accident, et tout le monde la croit. Tout le monde, sauf le médecin qui, lui, trouve les explications incohérentes, mais ses doutes sont ignorés et aucune enquête n'est menée. 2 mois après, c'est Jeffrey Davis, 4 ans, qui meurt d'une myocardite sous la supervision de l'adolescente. Pendant les funérailles de l'enfant, c'est Christine qui est chargée de surveiller son cousin, Joseph Spring, qui a 2 ans, et à peine quelques heures après, il s'éteint à son tour. Suite à ces 3 décès, les familles des environs ne veulent plus, et on les comprend, confier leur bambin à la babysitter. Du coup, elle commence à faire des ménages chez des personnes âgées. En juillet 1981, Christine passe chez William Swindle, un homme de 77 ans, et alors qu'il allait très bien avant son arrivée, il décède le jour même. Quelques mois plus tard, la demi-sœur de l'adolescente laisse Jennifer Daniels, sa fille de 8 mois, avec elle dans la voiture, juste le temps d'aller faire une course. Quand elle revient, son bébé ne respire plus. Les médecins concluent qu'elle a été emportée par la mort subite du nourrisson. C'est le 2 juillet 1982, après le décès de Travis Coleman, 10 semaines, que la série meurtrière de Christine prend fin. Lors de l'autopsie, les médecins légistes découvrent des blessures internes causées par suffocation. La police est donc prévenue et les enquêteurs ne tardent pas à faire le lien entre les différents décès. Christine est arrêtée et interrogée et face aux preuves accumulées, elle accepte d'avouer 3 des 6 meurtres commis en expliquant qu'elle a tué les enfants parce que des voix le lui avaient ordonné. La jeune femme de 19 ans déclare avoir étouffé ses victimes avec des oreillers ou des couvertures, comme elle l'avait vu à la télé, choisissant cette méthode parce que ça ne fait pas de bruit. Des experts suggèrent qu'elle pourrait, comme beaucoup d'anges de la mort, souffrir d'un syndrome de Munchausen par procuration, qui tue leurs patients pour attirer l'attention. Lors de son procès, en 1982, Christine échappe à la peine de mort parce qu'elle a coopéré et, pour ses crimes, elle est condamnée à la prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Elle a déjà fait 2 demandes de libération conditionnelle qui ont été rejetées et aujourd'hui, elle purge toujours sa peine dans une prison de Floride. À maintenant 62 ans,
Elle reste l'une des plus jeunes tueuses en série de l'histoire américaine. Certains crimes sont tellement atroces qu'ils dépassent l'entendement et l'affaire dont je m'apprête à vous parler maintenant fait clairement partie de cette catégorie. En 1965, à Indianapolis, il s'est déroulé l'un des pires cas de torture et de maltraitance d'enfants que l'Amérique ait jamais connu. Une adolescente de 16 ans a enduré un calvaire de plusieurs mois avant de succomber à ses blessures sous le regard complice de toute une maisonnée dirigée par un véritable monstre. Née en 1928, Gertrude Baniszewski n'avait pourtant rien de l'être abject qu'elle est devenue avec le temps. À 37 ans, cette mère de 7 enfants, divorcée 3 fois, vit des aides sociales et épuisée par des grossesses répétées et la pauvreté, elle paraît fragile, maladive et fait 20 ans de plus que son âge. Cependant, rien ne laissait présager des horreurs qu'elle allait bientôt commettre. L'histoire commence quand Lester Likens cherche une solution de garde temporaire pour ses 2 filles à Indianapolis. Le 3 juillet 1965, sa femme Elizabeth ayant été incarcérée pour vol à l'étalage, ce forain n'a pas d'autre choix que de repartir sur la route pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. S'il emmène généralement ses 3 fils avec lui, il ne veut cependant pas imposer ce genre de vie à leurs 2 sœurs, Sylvia et Jenny. Par l'intermédiaire de ses enfants, Lester rencontre Gertrude, qui propose d'héberger les adolescentes de 16 et 15 ans jusqu'au mois de novembre pour 20 $ par semaine. Les premières semaines se passent sans incident notable jusqu'à ce que le père de Sylvia et Jenny commence à prendre du retard sur le paiement de l'allocation hebdomadaire promise. Gertrude, très agacée par ces retards, reporte alors toute sa frustration sur les filles de Lester en les battant régulièrement. À la mi-août, elle ne s'en prend finalement plus qu'à Sylvia, âgée de 16 ans. En plus de la frapper, elle lui donne des coups spécifiquement dans les parties intimes et la prive de manger, avant de la forcer à ingurgiter des aliments avariés ou directement sortis des poubelles. Ces châtiments corporels s'intensifient jour après jour, prenant un caractère ritualisé et sadique, et Gertrude encourage ses propres enfants et même les voisins qui leur rendent visite à participer aux sévices. Sa fille, Paula, et son fils John, ainsi que 2 adolescents du quartier, Richard Hobbs et Coy Hubbard, y prennent régulièrement part avec un enthousiasme troublant. On parle quand même de gamins âgés de 12, 15 et 17 ans qui en torturent une autre. Sylvia subit des tortures inimaginables. Elle est utilisée comme mannequin d'entraînement pour des séances de judo. Son corps est lacéré et brûlé avec des cigarettes plus d'une centaine de fois. Gertrude la force également à s'introduire une bouteille de verre, vous savez, devant tout le monde, en plein milieu du salon, et lui fait subir des humiliations toujours plus cruelles. La tortionnaire ne manque jamais d'imagination, allant jusqu'à plonger sa victime dans un bain brûlant pour la purifier du péché, tout en lui frappant la tête contre la baignoire pour la réanimer à chaque fois qu'elle s'évanouit. En raison de l'augmentation de la fréquence et de la brutalité des mauvais traitements auxquels Sylvia a été soumise, elle devient incontinente. Par conséquent, le 6 octobre, elle est jetée au sous-sol. En guise de punition pour s'être laissée aller, l'adolescente est attachée à la rampe d'escalier nue, ses pieds touchent à peine le sol et elle est totalement privée d'eau ou d'accès aux toilettes. Gertrude lui étale des excréments sur le visage, frotte du sel sur ses plaies et lui grave les mots « Je suis une prostituée et j'en suis fière » sur le ventre avec une aiguille chauffée à blanc. Jenny, la sœur de la victime, est contrainte au silence par des menaces et malgré le fait que beaucoup de gens du quartier soient au courant de ce qui se passe, personne ne réagit. Personne n'intervient pour lui venir en aide et si Sylvia tente de s'échapper 2 fois, elle n'y parvient malheureusement pas, beaucoup trop affaiblie par les mois de torture qu'elle a endurés. Le 26 octobre 1965, l'adolescente succombe à ses blessures, victime d'une hémorragie cérébrale de malnutrition et d'un choc traumatique. Les autorités sont appelées par Gertrude elle-même, qui croit avoir suffisamment bien préparé son mensonge. Avant que Sylvia ne meure, elle lui avait fait écrire une lettre disant qu'elle s'était enfuie. Gertrude prétend l'avoir retrouvée, battue par un groupe de garçons inconnus. Seulement, ça n'explique pas l'état d'extrême maigreur de Sylvia et de toute façon, Jenny, la sœur de la victime, surmonte sa peur et raconte tout aux policiers. L'enquête dévoile l'ampleur de l'horreur. Les photos prises lors de l'autopsie choquent même les policiers les plus aguerris. Le corps de Sylvia présente plus de 150 blessures distinctes, sans compter les brûlures et les cicatrices multiples, si bien que le procureur, Leroy New, déclare qu'il s'agit du cas de maltraitance d'enfants le plus terrible qu'il ait jamais vu. En 1966, Gertrude essaye de plaider la folie pendant son procès, mais elle est tout de même reconnue coupable de meurtre avec préméditation et condamnée à la prison à vie.
Paula, John, Richard et Coy sont, eux, condamnés à des peines moins lourdes parce qu'ils sont tous mineurs. Gertrude obtient sa libération conditionnelle en 1985, après 20 ans de prison, et elle meurt en 1990 d'un cancer du poumon à l'âge de 61 ans. Quand, en août 2014, le corps sans vie d'une femme de 62 ans est découvert dans une valise abandonnée dans le coffre d'un taxi devant le luxueux St. Regis Resort à Bali, la nouvelle fait rapidement le tour du monde. Une riche américaine, sauvagement tuée pendant ses vacances de rêve en Indonésie, forcément ça fait du bruit. Mais l'enquête révèle finalement une vérité bien plus troublante. Heather Mack voit le jour en octobre 1995 à Chicago, dans une famille privilégiée. Son père est le compositeur de jazz James Mack et sa mère, Sheila Von Wies, est l'ancienne collaboratrice du célèbre écrivain Saul Bellow. Malgré cette enfance dorée et une éducation d'élite, dès son adolescence, Heather développe des troubles du comportement et une relation extrêmement conflictuelle avec sa mère. Les voisins et amis de la famille témoignent du fait que de brutales disputes éclatent souvent entre elles et la police est régulièrement appelée au domicile familial à cause de ces altercations. Entre janvier 2004 et juin 2013, les forces de l'ordre ont dû intervenir 86 fois au domicile des Mack pour des signalements de vol et de violence familiale, à chaque fois des querelles entre Heather et Sheila. James était probablement le seul lien qui empêchait sa femme et sa fille de se déchirer davantage, et quand il est décédé en 2006, le comportement destructeur d'Heather s'aggrave considérablement. À 17 ans, l'adolescente violente et troublée, qui a déjà frappé sa mère à de multiples reprises, rencontre Tommy Sheffer, un rappeur amateur sans emploi de 19 ans dont elle tombe éperdument amoureuse. Cependant, Sheila désapprouve fortement cette relation qu'elle juge toxique et sans avenir. C'est alors le début d'un triangle relationnel qui devient de plus en plus explosif au fil du temps. Heather continue de voir Tommy et tombe même 2 fois enceinte de lui, mais sa mère la force à avorter. En août 2014, une 3e grossesse est suspectée. Malgré cette tension, Sheila tente d'apaiser la situation en invitant sa fille à Bali pour des vacances et, sans surprise, Heather insiste pour que Tommy vienne avec elle. Sa mère refuse, mais les deux amants ont déjà tout planifié. Tommy, avec un billet payé par la carte qu'Heather a volé à sa mère, les rejoint secrètement à Bali. Dans la nuit du 12 août 2014, une vidéo de l'une des caméras de sécurité du St. Regis Resort montre Sheila qui se dispute avec le petit ami de sa fille dans le hall de l'hôtel. Peu de temps après, elle retourne dans sa chambre et Tommy la tue dans la pièce en la frappant avec un objet contondant métallique qui se trouvait à l'intérieur. Heather, qui attendait dans le couloir, entre alors et ensemble, ils décident de dissimuler le corps dans une grande valise qu'ils chargent dans le coffre d'un taxi, prétextant vouloir prolonger leur séjour ailleurs. Mais ils ne montent jamais dans le taxi et prennent discrètement la fuite. Pendant ce temps, un agent de sécurité remarque que du sang s'écoule du bagage et il conseille au chauffeur de se rendre immédiatement au commissariat. Après avoir trouvé le corps de Sheila, les autorités se mettent immédiatement à la recherche du jeune couple, dont la cavale est très brève, parce qu'ils sont arrêtés le lendemain dans un hôtel bon marché à quelques kilomètres de là. Les images de leur arrestation font le tour du monde et leur procès, qui s'ouvre en janvier 2015, passionne les médias. Tommy est condamné à 18 ans de prison, tandis qu'Heather écope de 10 ans, sa grossesse ayant été considérée comme une circonstance atténuante. Le 23 septembre 2015, c'est Robert Bibbs, le cousin de Tommy, qui est arrêté à Chicago et condamné à 9 ans de prison pour avoir conseillé le couple sur le meilleur plan à suivre pour tuer Sheila. Un conseil pour lequel Heather devait d'ailleurs lui verser 50 000 $. En octobre 2021, après avoir purgé 7 ans de sa peine, Heather est libérée pour bonne conduite et immédiatement expulsée vers les États-Unis avec sa fille, alors âgée de 6 ans. Mais sa liberté est de courte durée parce que dès son arrivée à l'aéroport de Chicago, elle est arrêtée par le FBI pour conspiration de meurtre à l'étranger et obstruction à la justice. Le mobile principal du meurtre est probablement l'appât du gain parce qu'après le décès de son mari, Sheila a touché 500 000 $. Une somme qui, selon les dernières volontés de James, aurait normalement dû être versée à leur fille. Cette histoire rappelle pas mal celle de Susan von Richthofen que j'ai déjà traitée sur la chaîne, une autre affaire où une jeune femme a tué sa mère parce qu'elle n'a pas supporté qu'elle récupère ce qui devait lui revenir. En novembre 2022, Heather plaide coupable de conspiration de meurtre et elle se voit condamnée à 26 ans de prison. Tommy, quant à lui, purge toujours sa peine initiale en Indonésie. L'affaire de la valise de Bali, comme l'ont surnommé les médias, illustre tragiquement comment une relation familiale dysfonctionnelle a pu dégénérer jusqu'à atteindre le point de non-retour.
Le 28 août 2013, dans une banlieue tranquille d'Aurora, dans le Colorado, un crime d'une brutalité sans nom est commis par Isabella Guzman, une jeune femme de 18 ans au visage d'ange. Cette contradiction saisissante entre son apparence juvénile, presque enfantine, et l'horreur de son acte va fasciner l'Amérique, surtout quand les images de son comportement au tribunal vont commencer à circuler. Isabella est née en 1995 et connaît une adolescence marquée par des relations très tendues avec sa mère, Yoon-mi. Après le divorce de ses parents, elle vit chez sa mère et son beau-père, Ryan Hoy, mais au fil du temps, elle se montre de plus en plus rebelle et elle rejette toute forme d'autorité. La famille d'Isabella est modeste et l'adolescente tient sa mère pour responsable du fait qu'elle ne puisse pas se payer tout ce qu'elle voudrait. Un conflit mère-fille comme on en voit dans beaucoup de familles, généralement ça se termine par des noms d'oiseaux ou une porte qui claque. Malheureusement ici ça a été beaucoup plus loin. Le jour du meurtre, la situation a déjà atteint un point critique parce que le matin même, Isabella menace clairement sa mère. Vu le contexte, Yoon-mi s'inquiète et elle contacte la police qui vient parler à sa fille sans pouvoir intervenir davantage faute d'éléments concrets. Plus tard dans la journée, Robert Guzman, le père d'Isabella, passe pour tenter de calmer les tensions et il parle à l'adolescente pour lui rappeler l'importance de respecter sa mère. Sa fille semble l'écouter et elle hoche la tête, promettant de faire des efforts. Quelques heures après son départ, vers 22h, Ryan, le beau-père d'Isabella, appelle le 911 d'une voix tremblante et explique qu'il pense que sa femme vient d'être agressée dans la salle de bain parce que du sang s'écoule sous la porte, mais qu'il ne peut pas entrer parce que la porte est verrouillée. Alors arrivés, les policiers découvrent une scène effroyable. Yoon-mi Hoy, 47 ans, gît dans la baignoire, le corps lacéré de 79 coups de couteau, dont 31 au visage. Sa gorge a été poignardée avec une telle violence que sa tête est presque séparée de son corps et elle présente des traces de coups de batte de baseball. Isabella, elle, a déjà pris la fuite à ce moment-là, mais elle est arrêtée le lendemain. Même si tout l'incrimine, elle nie en bloc, essayant même de se faire passer pour quelqu'un d'autre pendant son interrogatoire. Ce qui a propulsé cette affaire au-delà du fait divers sordide, c'est l'attitude déconcertante d'Isabella lors de sa première comparution devant le tribunal. Loin d'afficher remords ou tristesse, elle fait des mimiques en regardant les caméras, en souriant et en adressant des regards étranges aux journalistes. Ces images, rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, ont donné naissance à d'innombrables montages, certains allant jusqu'à l'admirer pour sa beauté, malgré l'horreur de son crime. Certains voient en elle une psychopathe, d'autres une manipulatrice qui feint la folie pour échapper à la prison, mais quoi qu'il en soit, son comportement, complètement décalé face à la gravité de son acte, semble confirmer la théorie d'une manipulatrice consciente. Pourtant, la réalité n'est pas aussi simple. Les évaluations psychiatriques qu'Isabella subit révèlent qu'elle souffre de schizophrénie paranoïde sévère. Un expert explique que quand elle est passée à l'acte, elle était convaincue que sa mère n'était plus sa mère, mais une femme possédée par un démon nommé Cecilia, qu'elle devait absolument tuer pour sauver le monde. Face à ces révélations, la justice américaine prend une décision rare. Isabella est déclarée non coupable pour cause d'aliénation mentale. Au lieu d'être envoyée en prison, elle est internée pour une durée indéterminée au Colorado Mental Health Institute de Pueblo, un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Cette décision divise l'opinion publique et Ryan Hoy, le témoin impuissant du meurtre de sa femme, exprime sa colère. Il soutient qu'Isabella savait parfaitement ce qu'elle faisait et précise qu'elle a attendu que sa mère soit vulnérable sous la douche pour l'attaquer. Des experts en santé mentale soulignent, eux, que la meurtrière présente des signes évidents de maladie mentale non traitée et Robert, son père, admet effectivement avoir remarqué des comportements bizarres chez sa fille dans les mois précédant le drame, des signes auxquels il n'a pas accordé suffisamment d'importance. En 2020, après 7 ans d'internement et un traitement intensif, Isabella demande à être transférée dans une structure moins restrictive, soutenant que sa maladie est désormais sous contrôle grâce aux médicaments. Elle exprime des remords et une compréhension de ses actes qu'elle n'avait pas auparavant, mais elle affirme aussi qu'avant les faits, elle était maltraitée par sa mère et son beau-père, des choses dont il n'y a jamais eu aucune preuve. L'affaire Isabella Guzman fait partie de cas qui soulèvent des questions fondamentales sur la façon dont notre société traite la maladie mentale, la frontière entre folie et responsabilité criminelle. Et que dire de notre fascination collective pour les visages angéliques qui cachent des pulsions meurtrières? Ça me rappelle un petit peu l'affaire des Murder Babes que j'ai déjà traité sur la chaîne, l'histoire de 3 Thaïlandaises coupables d'un meurtre d'une extrême violence qui ont, elles aussi, fait sensation grâce à leur apparence physique.
Entre avril et mai 2008, un climat de terreur s'abat sur le centre de dialyse d'Avita, situé à Lufkin, au Texas. En l'espace de quelques semaines, 5 patients décèdent dans des circonstances très suspectes et des dizaines d'autres sont victimes de complications médicales inexpliquées. Tous ont un point commun, ils étaient sous la responsabilité de la même infirmière, une femme de 35 ans au sourire avenant, qui va se révéler être l'un des anges de la mort les plus impitoyables de l'histoire médicale américaine. Née en novembre 1973, Kimberly Sáenz présente un parcours troublant avant même le début de l'affaire. Infirmière diplômée, mariée et mère de 2 enfants, jusque-là tout va bien. Sauf que Kimberly est toxicomane, vole régulièrement des ordonnances pour se procurer des médicaments et a déjà été arrêtée pour ivresse publique et manifeste ainsi que pour violation de la vie privée après une dispute conjugale. Son passé professionnel est tout aussi problématique. Elle a déjà été renvoyée d'au moins 4 emplois pour vol de médicaments et falsification de tests d'urine. Mais étonnamment, la direction du centre d'Avita Dialysis l'embauche en 2007, et ce, malgré ses antécédents. En avril 2008, une première alerte survient et rapidement, plusieurs patients en dialyse font de grosses chutes de tension et même des arrêts cardiaques. Et quand je dis plusieurs, les urgences ont été appelées 30 fois à la clinique rien que pendant le mois d'avril, alors que pendant les 15 mois précédents, ils ne sont intervenus que 2 fois. Quand Thelma Metcalf et Clara Strange, 2 patientes, décèdent à quelques heures d'intervalle, le 1er avril, la direction du centre fait un signalement aux autorités sanitaires. Une enquête débute alors discrètement. Contre toute attente, ce sont 2 autres patientes qui apportent un début de réponse à l'énigme en témoignant du fait qu'elles ont vu Kimberly injecter quelque chose dans les intraveineuses de personnes ayant récemment eu des problèmes de santé inexpliqués. Les investigations ne tardent pas à révéler l'impensable. L'infirmière injecte délibérément de l'eau de javel dans le sang de ses patients pendant leur séance de dialyse. Cette substance provoque une hémolyse massive, la destruction des globules rouges, quand elle entre en contact direct avec le sang, entraînant douleurs atroces, défaillance d'organes et potentiellement la mort. Les preuves s'accumulent rapidement. Les analyses des lignes de dialyse montrent des traces d'eau de javel et les dossiers du centre révèlent que les incidents ne se sont produits que pendant les heures de garde de Kimberly. Sur son ordinateur personnel, les enquêteurs découvrent des recherches sur les effets de l'eau de javel injectée dans le sang et sur la façon dont l'hémolyse peut être détectée. Kimberly est arrêtée en mai 2008, puis inculpée pour 5 meurtres et 5 tentatives de meurtre, bien que les autorités suspectent qu'elle ait pu faire davantage de victimes. Son procès s'ouvre en mars 2012 et le 31 mars 2012, après seulement 45 minutes de délibération, le jury la déclare coupable de tous les chefs d'inculpation. Pour les meurtres, elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 3 peines de 20 ans pour les tentatives de meurtre. Aujourd'hui, Kimberly purge sa peine à la prison pour femmes Christina Melton Crane au Texas et elle se dédouane totalement de ses actes. And I found myself working at a dialysis clinic that was more about money than they were about the lives of their patients. And there was a lot of things that happened and I was falsely accused of something and that's why I'm here today. But I know that I didn't do anything that would have done anything to harm another patient, another person, another human being. It's not in my nature. Son cas a provoqué une réforme majeure des procédures d'embauche dans les centres médicaux américains avec des vérifications d'antécédents plus rigoureuses et un contrôle accru des substances potentiellement dangereuses. Après l'affaire Jennings Jones, abordée dans la strate précédente, en voilà une autre qui vient injustement ternir la réputation de la blouse blanche, et il se trouve que vous n'en avez pas encore fini avec les anges de la mort. La dernière femme tueuse de cette strate est, elle aussi, un ange de la mort, et comme toutes les affaires de fin de strate, j'en ai déjà fait une vidéo dédiée. Tout commence au printemps 1991 quand une vague de panique s'empare de l'hôpital pour enfants Grantham and Kesteven en Angleterre, parce qu'en l'espace de 59 jours seulement, 13 nourrissons subissent des arrêts cardiaques inexpliqués et 4 d'entre eux décèdent. Dans ce service pédiatrique autrefois paisible, la mort rôde désormais, semant l'effroi tant parmi le personnel médical que les parents. L'enquête révèle rapidement un dénominateur commun. Tous ces incidents surviennent pendant le service d'une jeune infirmière de 22 ans, Beverly Halit, dont l'apparence est on ne peut plus trompeuse. Sous ses allures de soignante dévouée se cache en réalité l'ange de la mort britannique. Beverly injecte à ses petites victimes de l'insuline à forte dose
ce qui provoque des défaillances cardiaques ou respiratoires chez ces patients. Elle reste ensuite à leur chevet, jouant le rôle de la sauveuse héroïque qui tente de les réanimer sous les yeux de parents reconnaissants. Ce syndrome de Munchausen par procuration atteint chez elle un niveau de perversion extrême. Et là encore, le passé de Beverly révèle des signes avant-coureurs négligés, automutilation et même de très nombreux passages à l'hôpital pour des maladies imaginaires. Pourtant, elle a été embauchée sans vérification approfondie dans un contexte de pénurie d'infirmières. Arrêtée en 1991, l'Ange de la Mort est reconnu coupable 2 ans plus tard de 4 chefs de meurtre, 11 chefs de tentatives de meurtre et 11 chefs de coups et blessures aggravés. Déclarée atteinte de troubles psychiatriques sévères, elle est condamnée à 13 peines de prison à perpétuité qu'elle purge à l'hôpital psychiatrique de haute sécurité de Rampton. Là aussi, son cas a provoqué une refonte complète des procédures de recrutement dans les hôpitaux britanniques et une vigilance accrue face aux décès inexpliqués en milieu pédiatrique. C'en est fini de la surface, passons maintenant aux profondeurs. Dans cette nouvelle strate se cachent des cas encore plus obscurs et encore plus dérangeants. Des meurtrières qui ont opéré loin des projecteurs médiatiques, mais leurs histoires, souvent méconnues en dehors de leur pays d'origine, nous confrontent aux abîmes les plus noirs de la nature humaine. Durant l'été 2015, les habitants d'un quartier résidentiel de Saint-Pétersbourg, en Russie, font une macabre découverte quand ils aperçoivent un torse humain flottant dans un étang et, à proximité, des sacs en plastique contenant d'autres morceaux de corps. Personne n'aurait pu suspecter la meurtrière, une femme de 68 ans, depuis surnommée la grand-mère découpeuse. Ancienne employée d'hôtel et veuve, Tamara Samsonova mène en 2015 une existence discrète dans un immeuble soviétique de Saint-Pétersbourg, et ses voisins la décrivent comme une femme solitaire, mais toujours polie, ne soupçonnant pas l'horreur qui se cache derrière cette apparence banale. Le 26 juillet 2015, les caméras de surveillance de son immeuble la filment faisant des allers-retours avec divers sacs poubelles. À l'intérieur se trouvent les parties du corps démembré de Valentina Ulanova, une femme de 69 ans chez qui Tamara résidait. Forcément, quand l'identité de la victime est établie et que les enquêteurs se présentent au domicile, c'est la meurtrière elle-même qui leur ouvre la porte. Lors de la perquisition de l'appartement de Valentina, les enquêteurs font une découverte glaçante, un journal intime dans lequel Tamara a méticuleusement consigné ses crimes. Ce carnet détaille avec précision toutes les méthodes qu'elle a employées pour tuer ses victimes, les démembrer et se débarrasser de leur corps. Oui, j'ai bien dit ses victimes, parce que Valentina était loin d'être la seule. Pour reprendre ses mots, j'ai tué mon locataire Volodia, je l'ai coupé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau, j'ai mis les morceaux de son corps dans des sacs en plastique et je les ai jetés dans différentes parties du district de Frusenski. Les enquêteurs pensent qu'elle aurait fait un total de 14 victimes, dont son propre mari, 2 locataires et un ancien collègue de travail. Pour chaque meurtre, elle précise la date, les circonstances et parfois même la phase lunaire, laissant entrevoir qu'il y a une dimension rituelle cachée derrière ces actes. La police n'a cependant pu prouver formellement que 2 des meurtres, celui de Valentina et celui de Sergei Potanin, un homme de 44 ans tué le 6 septembre 2003. Il était un des locataires de Tamara, tout comme le fameux Volodia du carnet. Pour tuer Valentina, la meurtrière aurait écrasé des somnifères dans sa soupe, attendu qu'elle s'effondre, puis découpé le corps dans sa baignoire à l'aide d'une scie à métaux et d'un couteau de cuisine, avant de disperser les morceaux dans divers endroits de la ville. Le mobile, Valentina lui aurait demandé de quitter l'appartement peu avant le meurtre, ce qui ne lui a, de toute évidence, pas plu du tout. Des examens psychiatriques révèlent qu'elle avait déjà fait 3 séjours en hôpital psychiatrique au cours de sa vie, qu'il est possible qu'elle soit schizophrène, et son attitude tend à effectivement démontrer que c'est le cas. Fin 2015, l'accusée est déclarée irresponsable de ses actes et internée dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité pour une durée indéterminée où elle se trouve encore à ce jour. Son cas reste l'un des plus choquants de l'histoire criminelle russe moderne, très semblable d'ailleurs à l'affaire Dorothea Puente, qui avait elle aussi berné tout le monde avec son air de grand-mère sympathique. Au début des années 1960, la petite ville de San Francisco del Rincón, dans l'état de Guanajuato, au Mexique, a été le théâtre de l'une des affaires criminelles les plus abjectes de l'histoire du pays. Pendant près de 15 ans, 4 sœurs y ont dirigé la maison close Rancho El Angel, transformée en véritable piège mortel pour des dizaines de jeunes femmes
et de clients. Née entre 1909 et 1924, Delfina Maria del Carmen, Maria Luisa et Maria de Jesus González Valenzuela sont élevées par un père policier violent et alcoolique qui bat régulièrement sa famille, interdit tout maquillage ou fréquentation masculine à ses filles et les enferme dans une cellule du commissariat en cas de désobéissance. Dans l'espoir de s'affranchir de la pauvreté, elles ouvrent ensemble un bar en 1950, mais l'affaire ne prospérant pas, elles essaient de diversifier leur activité en transformant le bar en maison close, le Rancho El Ángel, qui connaît, elle, un tel succès qu'elles ouvrent 3 autres établissements dans d'autres villes. Leur méthode de recrutement est particulièrement perverse. Elles publient des annonces dans des journaux de différentes régions du Mexique, proposant des emplois d'aide ménagère, et les candidates, souvent issues de milieux défavorisés et sans éducation, sont attirées par la promesse d'une vie meilleure. Une fois arrivées au Rancho El Ángel, la réalité est tout autre. Les jeunes femmes sont séquestrées, droguées et forcées à se prostituer, et si certaines tentent de résister ou de s'échapper, les sœurs n'hésitent pas à les tuer. Elles se débarrassent également des prostituées devenues malades, endommagées par des activités sexuelles trop répétées, ou encore celles qui cessent de plaire aux hommes parce que leur apparence s'est dégradée. Quant aux clients fortunés, ils sont parfois drogués, dépouillés de leurs biens, puis tués à leur tour. Le règne de terreur des sœurs prend fin en 1964, presque par hasard, quand Josefina Gutiérrez, une proxénète qui fait office de recruteuse, est arrêtée par la police et dénonce sans hésiter ses patronnes. Ce que les policiers découvrent au Rancho El Ángel dépasse l'entendement. Des cadavres sont enterrés partout sur la propriété. Au total, les corps de 80 femmes, 11 hommes et plusieurs fœtus sont exhumés, faisant des sœurs González Valenzuela les tueuses en série les plus prolifiques de toute l'histoire du Mexique. Pendant les fouilles qui durent plusieurs semaines, les enquêteurs découvrent l'ampleur du système mis en place. Non contentes d'exploiter et de tuer de jeunes filles vulnérables, les sœurs vendaient les bébés nés des grossesses non désirées à un réseau de trafic d'enfants. Les nouveau-nés jugés invendables étaient simplement tués et enterrés sur place. Sans grande surprise, les interrogatoires révèlent également la complicité de plusieurs membres de la police locale et d'autorités corrompues qui fermaient les yeux, moyennant le versement de pots de vin ou tout simplement en échange de services sexuels gratuits. Lors de leur procès, qui se tient en 1964, les sœurs écopent de 40 ans de prison chacune. Delfina meurt après qu'un ouvrier lui ait involontairement fait tomber un sac de ciment sur la tête alors qu'il tentait de l'apercevoir depuis le toit de la prison. Maria del Carmen succombe à un cancer et Maria Luisa perd la raison, craignant d'être lynchée par des manifestants furieux. Seule Maria de Jesus a été libérée après avoir purgé entièrement sa peine. L'affaire des sœurs González Valenzuela a profondément marqué la société mexicaine et le site de l'ancien Rancho El Ángel, aujourd'hui en ruine, reste un lieu maudit dans l'imaginaire collectif, symbole de l'extrême cruauté de ses anciennes propriétaires. En mars 1987, une vague d'hospitalisation mystérieuse frappe l'école numéro 16 de Kiev, en Ukraine, qui fait à ce moment-là encore partie de l'URSS. Des dizaines d'élèves et des membres du personnel sont pris de violents vomissements, de douleurs abdominales et de crises convulsives après avoir mangé à la cantine. Parmi eux, plusieurs perdent la vie. Ce qui semble d'abord être une intoxication alimentaire ordinaire se révèle être l'œuvre d'une plongeuse de 46 ans, devenue une empoisonneuse méthodique. Tamara Maslenko, née en 1941 à Toula, en Russie, dans une famille où l'usage du poison est presque une tradition familiale. Elle est élevée dans une fratrie de 6 enfants à qui l'on enseigne que la sécurité matérielle doit passer avant tout et que le poison, c'est un moyen efficace de l'obtenir. Ses parents, Maria et Anton, ont empoisonné un voisin devenu pénible parce qu'il regardait la télévision trop fort, et sa sœur Nina a tué son mari de la même façon pour s'approprier leur appartement. Cette sinistre éducation trouve un terreau fertile chez Tamara. Frustrée par sa condition sociale modeste, elle voit le poison comme un moyen d'exercer un pouvoir sur autrui et surtout un moyen de régler ses comptes. Sans surprise, elle commence par s'attaquer à son cercle proche, empoisonnant son premier mari pour s'approprier son appartement. Après sa mort, elle se remarie et elle empoisonne cette fois son beau-père et sa belle-mère, qui décède à 2 jours d'intervalle, avant d'empoisonner son époux lentement dans le but de faire main basse sur la propriété de ses parents. En 1986, la meurtrière obtient un emploi de plongeuse à la cantine de l'école numéro 16 de Kiev, un emploi qui lui donne la possibilité de faire de nombreuses autres victimes potentielles parce qu'elle aide au service des repas. Son poison de prédilection, c'est le thallium, un métal lourd, inodore
et incolore, utilisé comme raticide en URSS, qu'elle se procure via un ami travaillant dans un institut géologique. L'homme fournit en réalité toute la famille de Tamara depuis des années, croyant naïvement que le poison sert réellement à tuer des rats. Ce produit est particulièrement sournois. Il provoque d'abord des nausées et des douleurs abdominales, puis des troubles neurologiques entraînant perte de cheveux, polynévrite et éventuellement défaillance multi-organes, rendant le diagnostic difficile pour les médecins. La raison pour laquelle Tamara a voulu empoisonner des écoliers en 1987 semble cette fois relever d'une misanthropie pathologique parce qu'elle a particulièrement ciblé les élèves indisciplinés ou ceux dont les parents lui avaient manqué de respect. L'enquête sur les empoisonnements à l'école démarre lentement, les autorités soviétiques étant dans un premier temps réticentes à envisager l'hypothèse criminelle. C'est l'accumulation des cas et la perspicacité d'un médecin qui identifie les signes d'un empoisonnement au thallium qui déclenche finalement l'intervention de la milice. Des autopsies sont effectuées sur les corps des victimes et des perquisitions menées chez toutes les personnes qui travaillent à la cantine de l'école. Quand les enquêteurs fouillent chez Tamara, ils découvrent un flacon de Clérici, une solution hautement toxique à base de composés de thallium utilisée dans certaines branches de la géologie. Arrêtée dans la foulée, la plongeuse avoue d'abord son implication avant de finalement se rétracter. Son procès, l'un des derniers grands procès criminels de l'ère soviétique, établit sa responsabilité dans 9 décès provoqués entre 1976 et 1987, bien que le nombre réel de ses victimes soit probablement plus élevé. Condamnée à mort, Tamara est exécutée en 1990 à l'âge de 49 ans. Entre 1989 et 2000, dans le petit village de Villiers-au-Tertre, dans le nord de la France, une femme a commis l'innommable dans le silence le plus total. Une aide-soignante et mère de famille appréciée de sa communauté a donné naissance à 8 bébés qu'elle a tués dans la foulée avant de dissimuler leur corps. Une affaire d'infanticide en série qui a bouleversé la France entière et qui a soulevé une question troublante. Comment une mère peut-elle tuer ses propres enfants, non pas une, mais 8 fois? Né en 1964, Dominique l'Empereur grandit profondément marqué par son obésité, source constante de moqueries et d'humiliation, mais aussi par des agressions sexuelles qu'elle aurait subies de son propre père à 8 et 15 ans. Cette femme forte, qui oscille entre 110 et 160 kg pour 1,55 m, se marie à 21 ans avec Pierre-Marie Cautrez, un charpentier avec qui elle a 2 filles qu'elle élève avec amour. Comme souvent, vu de l'extérieur, la famille semble être sans histoire. Un couple stable, une maison bien tenue, des enfants épanouis, mais cette jolie façade cache pourtant un terrible secret qui éclate au grand jour en juillet 2010, complètement par hasard. Ce mois-là, les nouveaux propriétaires de l'ancienne maison des Cautrez découvrent, en creusant un bassin dans leur jardin, les restes de 2 nourrissons enterrés dans des sacs en plastique. Alertés, des policiers se rendent au domicile actuel de Dominique et de Pierre-Marie, où ils font une macabre découverte. 6 autres corps de nouveau-nés, soigneusement enveloppés et dissimulés. Confrontée à l'évidence, la mère de famille avoue immédiatement, oui, elle a effectivement tué ses 8 bébés juste après leur naissance, entre 1989 et 2000, et non, son mari n'est au courant de rien. Dominique explique qu'en raison de son obésité, ses grossesses passaient inaperçues et qu'elle accouchait seule, en secret, souvent dans sa salle de bain. À 8 reprises, elle a suivi le même mode opératoire. Après chaque naissance clandestine, elle étouffait le nouveau-né, l'enveloppait méticuleusement dans un sac en plastique, puis l'enterrait ou le cachait dans la maison. 2 décors ont même été dissimulés dans le grenier chez ses parents. Lors de son procès en 2015, la question du mobile devient centrale et Dominique avance dans un premier temps une explication qui divise psychiatre et psychologue. Elle affirme avoir agi par peur que chaque nouvel enfant soit celui de son père, parce qu'il aurait continué de l'agresser régulièrement à l'âge adulte. Cette crainte aurait déclenché chez elle un mécanisme de déni de grossesse partiel. Elle savait qu'elle était enceinte, mais refusait de l'accepter, suivi d'un passage à l'acte après l'accouchement. Que ce soit vrai ou non, cette défense est fragilisée par plusieurs incohérences. D'abord, elle n'a jamais cherché à se faire ligaturer les trompes, solution qui aurait définitivement réglé le problème. De plus, elle n'a jamais utilisé de contraception efficace. Elle explique également avoir développé une phobie gynécologique après son premier accouchement, suite aux remarques désobligeantes des sages-femmes sur son poids. Les experts psychiatriques qui l'examinent dressent le portrait d'une femme intelligente, sans pathologie psychiatrique majeure. Cependant, ils notent qu'elle présente un profond mal-être lié à son image corporelle dégradée et une personnalité marquée par le secret.
En juillet 2015, le procès de Dominique s'ouvre et elle avoue qu'elle a menti concernant les viols subis de la part de son père. Elle est finalement reconnue coupable des 8 infanticides et condamnée à 9 ans de prison. 3 ans plus tard, en 2018, elle obtient sa libération conditionnelle et retourne vivre avec son mari. Les crimes commis par Dominique Cautrez ne sont pas sans rappeler l'affaire Véronique Courgeot, beaucoup plus médiatisée à l'échelle nationale, une femme qui a tué puis congelé 3 nouveau-nés entre 1999 et 2003. La dernière affaire de cette 4e strate est une affaire qui s'est déroulée en Thaïlande très récemment et que j'ai développée dans une vidéo dédiée qui semble d'ailleurs vous avoir passionné. Entre 2015 et 2023, la Thaïlande a été secouée par l'affaire d'une tueuse en série d'un genre particulier. Sararat Rangsivuttaporn, surnommée Am Cyanide par les médias, a empoisonné au moins 14 personnes qui faisaient partie de ses proches, faisant d'elle la meurtrière la plus prolifique de l'histoire du pays. Cette femme de 36 ans, au visage avenant et au sourire facile, a bâti sa vie sur une suite de meurtres calculés pour un mobile des plus banals, l'argent. Mère de 2 enfants, enceinte d'un 3e et ex-épouse d'un policier haut placé, Am menait une double vie insoupçonnable jusqu'à son arrestation en avril 2023. Après avoir ciblé ses victimes puis gagné leur confiance, elle les invitait généralement à manger ou à boire avant de verser discrètement du cyanure dans leur nourriture ou leur boisson. Ces victimes perdaient généralement la vie dans les heures suivant l'ingestion, une mort systématiquement considérée comme naturelle et attribuée à une crise cardiaque soudaine. Parmi les personnes qu'Am a tuées figure l'un de ses petits amis et plusieurs de ses amis proches. Après chaque décès, elle volait les biens de ses victimes, mais surtout, elle pouvait se permettre de garder les impressionnantes sommes d'argent qu'elle leur avait empruntées. C'est la mort suspecte d'une femme d'affaires que la meurtrière fréquentait depuis peu qui a finalement déclenché l'enquête. Ses proches n'ont pas cru à la cause prétendument naturelle de son décès, et ils avaient raison. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence de cyanure dans l'organisme de la victime, et la police a rapidement établi le lien avec Am, puis avec les autres meurtres dont elle s'est rendue coupable. Au terme de son procès en 2024, l'empoisonneuse a été condamnée à la peine de mort, et à ce jour, elle est toujours dans l'attente de son exécution. L'affaire a provoqué une véritable onde de choc dans le pays quand il a découvert l'existence d'une calculatrice froide qui a tué 14 personnes sans aucun remords, juste pour assouvir sa soif d'argent. Si vous êtes intéressé par les détails de cette affaire, je vous laisse un lien vers la vidéo complète dans la description. Nous voilà maintenant dans les abysses de cet iceberg, une dernière strate qui nous plonge dans des affaires criminelles restées dans l'ombre, impliquant des femmes qui ont franchi les limites de l'horreur. En 1954, un crime d'une brutalité inouïe a lieu dans un parc tranquille de Christchurch, en Nouvelle-Zélande. 2 adolescentes de 15 et 16 ans tuent sauvagement la mère de l'une d'elles. Une histoire d'amitié fusionnelle toxique qui a basculé dans l'horreur. Pauline Parker, adolescente introvertie issue d'un milieu modeste, rencontre Juliette Hulme, fille d'un éminent physicien britannique, à la Christchurch Girls High School. Entre ces 2 jeunes filles solitaires et créatives se développe une relation d'une intensité rare. Elles créent ensemble un univers fantasmagorique peuplé de personnages imaginaires et de royaumes merveilleux, inventant même leur propre religion. Elles écrivent des romans, composent des opéras et s'inventent des vies grandioses, se détachant progressivement de la réalité. Leurs journaux intimes, qui serviront de preuves accablantes au procès, révèlent une symbiose mentale inquiétante et une mégalomanie partagée. Lorsque les parents de Juliette annoncent leur divorce et leur intention de l'envoyer vivre quelque temps chez des proches en Afrique du Sud, les 2 amies fusionnelles sont terrifiées à l'idée d'être séparées, alors elles décident d'élaborer un plan. Pauline doit absolument suivre Juliette quand elle s'en ira, mais elle sait que sa mère, qui tente depuis un moment déjà de mettre un frein à cette relation qu'elle juge malsaine, n'acceptera pas de la laisser partir. Elle devient donc un obstacle à éliminer. L'après-midi du 22 juin 1954, les filles invitent la mère de Pauline, Honora Ripper, à prendre le thé dans le Victoria Park de Christchurch. Après ça, elle l'entraîne dans une zone boisée isolée, puis la matraque avec la moitié d'une brique enveloppée dans un bas, la frappant à mort à 130 mètres d'un sentier. Pauline et Juliette tentent de maquiller le crime en accident, mais elles s'y prennent très mal. Résultat, elles sont arrêtées le jour même. Lors du procès, il est déterminé qu'elles étaient conscientes de leurs actes, mais vu qu'elles sont trop jeunes pour être éligibles à la peine capitale, elles sont condamnées à la détention pour une durée indéterminée. Elles sont libérées séparément 5 ans plus tard avec de nouvelles identités,
et à condition qu'elle ne se revoie jamais. Juliette part vivre aux États-Unis où elle devient une auteure à succès de romans policiers historiques sous le pseudonyme d'Anne Perry, vendant des millions d'exemplaires sans que son passé criminel ne soit connu du grand public pendant des décennies. Par un après-midi ordinaire d'octobre 1985, le centre commercial Springfield Mall, situé en Pennsylvanie, devient le théâtre d'une des premières fusillades de masse perpétrées par une femme aux États-Unis. Vêtue d'une tenue militaire et armée d'un fusil semi-automatique, Sylvia Segrist, 25 ans, entre et ouvre le feu au hasard sur les clients. Le bilan est tragique. 3 morts, dont un enfant de 2 ans, et 7 blessés. Un drame qui aurait pu être bien pire encore sans l'intervention courageuse d'un client qui a réussi à la maîtriser pendant qu'elle rechargeait son arme. Derrière cet acte de violence insensé se cache l'histoire d'une femme profondément perturbée par la schizophrénie paranoïde diagnostiquée dans son adolescence. Malgré 12 hospitalisations avant la fusillade, son état mental n'est jamais stabilisé. Une fois majeure, elle s'engage dans l'armée mais en est congédiée après 2 mois à cause de son comportement erratique, comme s'asseoir en uniforme dans le spa ou le sauna de la salle de sport du régiment. Une instructrice a rapporté que Sylvia exprimait une haine généralisée et parlait souvent de tirer sur des gens pour les tuer. Dans l'année précédant la tuerie, les signes avant-coureurs se multiplient. Elle erre régulièrement dans le Springfield Mall, harcelant les clients et déclarant ouvertement que les tueries de masse sont de bonnes choses, évoquant notamment le massacre du McDonald's de San Isidro de 1984, que j'ai d'ailleurs déjà traité sur la chaîne. Le comportement de Sylvia est tellement déconcertant que les employés d'un Kmart local lui disent qu'ils n'ont pas de fusil en stock quand elle essaie d'en acheter un. Malheureusement, elle en trouve un dans une autre boutique. Quand la jeune femme passe à l'acte, elle est persuadée que sa mère, Ruth, s'apprête à la faire hospitaliser de force à nouveau. Elle lui dit d'ailleurs qu'elle préfère mourir ou aller en prison plutôt que de retourner à l'hôpital. Le 30 octobre 1985, elle débarque au Springfield Mall armée et, fidèle à sa parole, elle ouvre le feu sur les gens au hasard. Heureusement, quand Sylvia se dirige vers un étudiant en levant son arme pour en faire sa prochaine victime, il parvient à la désarmer et la force à se rendre dans un magasin voisin en attendant l'arrivée de la sécurité du centre commercial. Quand on lui demande pourquoi elle vient de commettre une fusillade, la tireuse répond que sa famille la rend nerveuse. Reconnue apte à être jugée puis déclarée coupable mais mentalement aliénée, Sylvia est condamnée à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité consécutive et à 7 peines consécutives de 10 ans. Elle a aujourd'hui 64 ans et purge sa peine au State Correctional Institution de Muncie, en Pennsylvanie. Un emprisonnement largement dénoncé par sa mère, persuadée que la place de Sylvia, qui a coupé tout contact avec elle, n'est pas dans une prison mais dans un hôpital psychiatrique. Le 5 août 2009, le corps de Terry Neely, un homme handicapé de 46 ans, est retrouvé démembré et partiellement brûlé dans une benne à ordures de Phoenix. L'autopsie révèle qu'avant sa mort, la victime a enduré des tortures extrêmes. Ces sévices, c'est Angela Simpson, une femme de 33 ans, qui les lui a infligés. Son mobile ? Elle pensait juste que Terry était un informateur de la police. Elle faisait fausse route, mais ça ne l'a pas empêché de planifier et de commettre l'un des meurtres les plus sadiques de l'histoire récente de l'Arizona. Ce cas est d'autant plus frappant que les meurtrières commettent rarement des meurtres avec une telle brutalité physique. La violence d'Angela dépasse même celle de nombreux tueurs masculins. Le 2 août 2009, Terry a quitté son centre de soins parce qu'Angela lui avait promis des relations sexuelles et des drogues. Elle l'a attiré dans un appartement vacant situé à North Phoenix et dès que la porte s'est refermée, les violences ont commencé. Au cours des 3 jours suivants, Angela soumet sa victime à des tortures inimaginables. Elle le frappe avec un fer à repasser, le poignarde une 50aine de fois, lui enfonce un clou de près de 8 cm dans la tête et lui arrache les dents. La gorge de Terry est tranchée, mais c'est un étranglement avec un câble de télévision qu'il tue. Tout au long de sa torture, Angela l'a forcé à se regarder dans un miroir parce que, pour reprendre ses mots, il devait voir ce qu'il avait mérité. Elle est arrêtée 2 semaines après le meurtre et ses aveux sont tout simplement abjects. Elle décrit toutes les tortures infligées à Terry avec un sourire satisfait, affirmant que la seule chose qu'elle regrette, c'est de n'avoir pas pu tuer plus d'indiques. En 2012, Angela plaide coupable pour éviter la peine de mort et elle est condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, tout en précisant que si elle en a l'opportunité, elle tuera encore. You're very upfront Pretty much. about talking about this killing. Right. You murdered this man. Yes.
you tortured him. Of course. There is no ambiguity and there is nothing you want to... In court today you said you're not here to pretend to be remorseful. Of course not. Why would I do that? Une déclaration qui, si effrayante soit-elle, n'est pas si surprenante quand on sait qu'Angela a derrière elle un lourd passé psychiatrique ponctué de plusieurs hospitalisations. Le 26 octobre 1997, dans un appartement cossu de Canberra, en Australie, un dîner convivial tourne au drame. Giuseppe Cinque, dit Joe, 26 ans, s'effondre devant plusieurs invités après avoir consommé un café servi par sa petite amie, Anu Singh. Le jeune homme meurt quelques heures plus tard d'une overdose et ce n'est pas un accident, mais l'aboutissement d'un plan méticuleux orchestré par celle qu'il aimait. Avant les faits, Anu a 25 ans et semble loin du profil d'une meurtrière. Ex-étudiante en droit d'origine indienne, issue d'un milieu aisé, intelligente et charismatique, elle fascine son entourage tant par sa beauté que par son esprit vif. Pourtant, dans les mois précédents, le crime, sa santé mentale se dégrade visiblement. Elle exprime des pensées suicidaires, menace de tuer diverses personnes, y compris Joe, et développe une obsession pour son apparence physique, s'affamant parfois pendant des jours. Plus inquiétant encore, elle ne projette pas seulement de se suicider, mais semble déterminée à ne pas partir seule. Finalement, le 24 octobre 1997, la jeune femme essaie d'empoisonner Joe au rohypnol au cours d'un dîner auquel assistent plusieurs de leurs proches, des proches qui sont d'ailleurs au courant qu'un crime va être commis ce soir-là. Cependant, la dose qu'Anu administre à son partenaire est insuffisante et il ne meurt pas. Alors, le lendemain, plutôt que d'abandonner son projet, elle organise un second dîner. Pendant cette deuxième soirée surréaliste, elle injecte de l'héroïne à Joe en présence d'autres personnes. À minuit 10, elle appelle une ambulance mais donne délibérément de fausses indications pour retarder son arrivée. Et quand les secours arrivent enfin sur place, Joe a succombé d'une overdose ayant entraîné un arrêt cardiaque. Anu a transformé son meurtre en spectacle théâtral, 2 soirées qu'elle qualifiait elle-même de soirées d'adieu, au cours desquelles elle avait clairement laissé entendre à ses invités qu'elle prévoyait de mourir et potentiellement de faire mourir Joe sans que personne n'intervienne pour l'en empêcher. Au tribunal, Anu plaide l'aliénation mentale et lors de son procès en 1999, elle est reconnue coupable non pas de meurtre, mais d'homicide involontaire et condamnée à 10 ans de prison avec période de sûreté de 4 ans. Libérée en 2004 après avoir obtenu sa libération conditionnelle, la meurtrière obtient une maîtrise en criminologie et en 2012, elle décroche même un doctorat, un paradoxe qui continue d'alimenter fortement la controverse autour de son cas. A lot of people know your story, but your voice hasn't really been heard. Are there things people don't understand? There are many things people don't understand. There's a lot of things that have been overlooked. One of the biggest things was I was suffering from very, very severe mental illness at the time. Cette affaire soulève une question troublante. Avait-on réellement affaire à une personne malade mentale ou à une manipulatrice particulièrement intelligente? Ce qui a choqué l'opinion publique, c'est aussi l'inaction quasi collective des personnes concernées. Plusieurs invités savaient qu'un plan dangereux était en cours, voire même que Joe avait déjà été drogué à son insu auparavant, et pourtant, personne n'a alerté les autorités. En 1992, dans les bois de Madison, dans l'Indiana, Chanda Scherer, une adolescente de 12 ans, meurt dans des circonstances atroces, torturée et brûlée par 4 autres adolescentes. Ce crime, d'une cruauté inouïe, reste l'un des exemples les plus troublants de violence juvénile féminine, avec pour instigatrice principale Melinda Loveless, 16 ans, et Lori Tackett, 17 ans. L'histoire commence par une jalousie adolescente. Melinda, au passé familial chaotique, marqué par des abus, développe une obsession envers Chanda, qui s'est rapprochée d'Amanda, son ex-petite amie. Cette rancœur aurait pu rester sans conséquence si Melinda n'avait pas rencontré Lori, une adolescente fascinée par l'occultisme et l'automutilation. Ensemble, elles décident de se venger de Chanda et recrutent 2 complices, Hope Repay et Tony Lawrence, toutes 2 âgées de 15 ans. Le groupe élabore un plan pour attirer leur victime. Le soir du 10 janvier, elle se présente au domicile de Chanda, lui proposant de l'emmener aller retrouver Amanda au Château des Sorcières, une maison en ruine sur une colline isolée. Sans se méfier une seule seconde, la jeune fille de 12 ans monte dans leur véhicule. Ce qui suit est d'une brutalité à peine croyable. Pendant près de 7 heures,
Melinda et Laurie dirigent une session de torture. Elles battent Shanda, la poignardent à plusieurs reprises et l'étrangle avec une corde jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Elle la transporte d'un lieu à un autre, s'arrêtant même chez l'une d'elles pour boire un soda et prendre une douche tandis que leur victime agonise, continuant de la frapper avec, cette fois, un fer à repasser qu'elles utilisent également pour l'agresser sexuellement. À l'aube, alors que Shanda est toujours consciente malgré ses graves blessures, elle l'asperge d'essence et la brûle vive sur un chemin forestier isolé, son corps calciné est découvert par des chasseurs quelques heures plus tard. L'enquête est résolue rapidement parce que Tony et Hope, les complices de Melinda et Laurie, décident de tout révéler aux autorités le soir même, provoquant l'arrestation des instigatrices du meurtre dès le lendemain. Les 4 filles ne sont pas avares en détail et elles n'ont clairement pas l'ombre d'un remords. En raison de leur âge, aucune ne peut être condamnée à mort, mais Melinda et Laurie sont tout de même condamnées à 60 ans de prison, tandis que leurs complices reçoivent des peines plus légères, 35 ans et 20 ans d'incarcération. Elles sont aujourd'hui libres toutes les 4. Voilà pour cet iceberg sur les femmes tueuses, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez la vidéo, n'hésitez pas à la partager et donnez-moi un maximum de force parce que je vais prendre toutes les précautions possibles et imaginables, mais je suis à peu près persuadé que cette vidéo sera démonétisée quoi qu'il arrive. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire non plus, d'ailleurs toute suggestion est la bienvenue pour améliorer ce concept qui reste encore assez nouveau pour moi. Encore merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé cet épisode. Protégez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien en description, profitez de l'offre spéciale et souvenez-vous, comme dans un iceberg, la partie la plus importante, ça n'est jamais celle qu'on voit en premier. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et comme d'habitude, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!